Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que presque tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie. Le fait d'être blessé par quelqu'un en qui l'on avait confiance. Cela peut être un partenaire, un ami, un membre de la famille ou quelqu'un que l'on aimait profondément. Et souvent, ce n'est pas une blessure elle-même qui nous fait mal. C'est ce qui vient après. Les questions comme pourquoi. Pourquoi quelqu'un qui disait tenir à moi ferait-il une chose pareille? Pourquoi quelqu'un choisirait-il de mentir, de me trahir, de disparaître ou de partir sans explication? Pourquoi quelqu'un qui semblait sincère changerait-il soudainement de comportement? Et plus la douleur est grande, et plus ces questions deviennent importantes. On repasse les conversations dans sa tête, on relit les messages, on revisite les souvenirs, on cherche des signes que l'on aurait manqués. Et très souvent, après des semaines, des mois, parfois même des années de réflexion, certaines personnes arrivent à une conclusion terrible. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Si cette personne est partie, c'est que je n'étais pas assez. Ou peut-être je n'étais pas assez bien pour lui. Si elle m'a trahi, c'est que je ne méritais pas mieux. Aujourd'hui, j'aimerais remettre cette idée en question. Parce que très souvent, les personnes qui nous blessent ne révèlent pas notre valeur. Elles révèlent leur propre monde intérieur. Leurs peurs, leurs limites, leurs blessures, leur niveau de maturité émotionnelle. Et comprendre cela ne fait pas disparaître la douleur, mais ça peut vous empêcher de porter une culpabilité qui ne vous appartient pas. Bienvenue dans notre action français. Salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de ces trahisons qu'on a souvent suivies dans notre vie. L'une des erreurs les plus fréquentes après une déception est de croire que le comportement de l'autre est une mesure directe de notre valeur. Mais les êtres humains présentent leurs décisions en fonction de leurs propres croyances, parfois de leurs peurs, de leurs habitudes, de leurs capacités émotionnelles. Deux personnes peuvent recevoir mais exactement le même amour, la même éducation, la même loyauté, la même confiance, et pourtant réagir de façon complètement différente. L'une protégera cette relation, l'autre, peut-être, la négligera. L'une choisira l'honnêteté, l'autre choisira les mensonges. L'une affrontera les problèmes, l'autre fuira de ces choses qui deviendront inconfortables. Leur choix parle souvent davantage d'eux que de vous. Et c'est une réalité difficile à accepter parce que souvent, après une blessure, nous avons tendance à tout personnaliser. Nous pensons souvent, peut-être si j'étais plus beau, elle aurait fait attention à moi. Peut-être si j'étais plus intéressant ou intéressante. Ou peut-être si j'étais plus patient. Ou peut-être il fallait que je sois un peu plus intentionnée.
Et on a l'impression que si on aurait fait tout ça, cela ne serait jamais arrivé. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. La vérité, c'est que c'est pas aussi simple. Certaines personnes détruisent même les relations les plus précieuses de leur vie. Pas parce que ces relations-là ne valent rien, mais parce qu'elles ne savent pas vraiment comment les préserver. Et là, ça devient aussi une question de maturité émotionnelle. Et pour être honnête, la maturité émotionnelle est bien plus rare de ce que l'on pourrait croire. Nous avons souvent tendance à croire qu'en vieillissant, les gens deviennent automatiquement plus sages. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vieillir est quelque chose d'automatique. On va tous vieillir. Grandir émotionnellement, par contre, ne l'est pas. La maturité émotionnelle demande beaucoup de travail. Elle demande de l'humilité, de l'introspection. Elle demande aussi de la responsabilité. Elle demande aussi la capacité de dire des choses comme « je me suis trompée » ou peut-être « j'ai blessé quelqu'un », se poser la question, ou parfois se demander si on doit faire mieux. Et pour beaucoup de personnes, ces phrases-là sont extrêmement difficiles à prononcer et à accepter. Parce qu'elles obligent à regarder ses propres défauts de face dans un miroir. Et tout le monde n'est pas prêt à se voir dans le miroir et accepter ses défauts. Certaines personnes préfèrent protéger l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, alors elles commencent à nier toute chose. Elles minimisent, elles vont trouver des excuses, elles vont rejeter ses fautes sur quelqu'un d'autre. Ils vont avoir des comportements enfantins, comme par exemple croire que tout le monde est coupable des choses qui leur arrivent et que tout le monde veut faire quelque chose contre eux, ou peut-être même jeter les choses par terre violemment et après pleurer parce qu'ils les ont cassées et se plaindre parce qu'ils doivent en racheter d'autres. Elles font tout, ces personnes-là, pour éviter de se confronter à leurs propres responsabilités. Et alors, lorsque quelqu'un agit ainsi pendant des années, il peut atteindre l'âge adulte sans jamais développer une véritable maturité émotionnelle. Et c'est pourquoi il existe des adultes qui continuent à gérer leurs relations comme si c'était des adolescents blessés ou des enfants qui n'ont pas eu le jouet qu'ils voulaient. Mais il existe aussi les personnes qui ont peur de la culpabilité. Et il existe une différence importante entre ressentir de la culpabilité et savoir la gérer. Une personne émotionnellement mature peut reconnaître ses erreurs. Elle ressent cette culpabilité dont on parle, mais elle utilise cette émotion pour réparer, pour reconstruire, pour apprendre, pour évoluer, pour plus répéter les mêmes erreurs. D'autres personnes vivent la culpabilité comme si c'était une menace. Elles ne supportent pas l'idée d'avoir fait du mal à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles trouvent immédiatement des justifications, des excuses, comme par exemple « Oh, ce n'était pas si grave » ou un « Tu exagères quand même ». Tu as ta part de responsabilité aussi dans cette histoire. Ou je n'avais pas le choix.
Et tout cela parce que admettre pleinement la réalité signifie accepter qu'elles ont blessé quelqu'un ou ont fait du mal à quelqu'un. Et cela est parfois plus douloureux pour elles que de continuer à mentir. C'est pourquoi certaines personnes s'excusent jamais. Non parce qu'elles ignorent qu'elles ont fait du mal ou ce qu'elles ont fait, mais parce qu'elles ne savent pas vivre avec cette culpabilité ou ces choses qu'elles ont fait. D'autres personnes ont peur de l'inconfort. Toute relation saine finit par rencontrer des moments inconfortables. C'est quelque chose de naturel dans la vie. On va avoir des désaccords, on va avoir des déceptions, on va avoir des conversations difficiles, on va s'affronter à des vérités que personne n'a envie d'entendre et c'est tout à fait normal. C'est même quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est inévitable. Pourtant, certaines personnes passent leur vie entière à éviter tout ce qui le met mal à l'aise émotionnellement. Souvent, on a ces personnes-là, parfois dans la famille, parfois des amis, parfois un frère, parfois un cousin, parfois un oncle, qui nous disent « Non, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là avec ma femme, mon mari, ma mère, mon père, ma frère, ma soeur, parce que je n'ai pas envie d'avoir plus de problèmes. » Mais par contre, le problème est là, il est déjà là. Et le problème de ne pas affronter ces situations-là, pour éviter soi-disant avoir des problèmes, ne font qu'empirer les choses. Si une conversation devient difficile, ces personnes-là vont disparaître. Si un conflit apparaît, elles prennent leur distance. Si elles doivent assumer une responsabilité, elles changent de sujet. Si elles risquent de décevoir quelqu'un, elles préfèrent mentir plutôt que d'affronter la réalité ou la situation. Mais, comme je vous disais, il y a un problème. Éviter une situation ne la fait pas disparaître. Cela ne fait que déplacer la douleur vers quelqu'un d'autre. Alors, pour elles, c'est plus facile d'éviter l'inconfort d'une conversation honnête et elles disparaissent. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre porte le poids de la confusion. Les questions sans réponse, des attentes brisées, des blessures ouvertes, et souvent, cette personne est précisément celle qui les aime le plus. Autre chose qui nous arrive, c'est que nous confondons souvent une explication avec une justification. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Après avoir été blessés, nous voulons évidemment tout comprendre. Et c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain. Nous voulons comprendre et savoir pourquoi. Pourquoi cette personne nous a menti? Ou pourquoi cette personne est peut-être partie? Pourquoi elle nous a trahis? Et pourquoi elle a brisé notre confiance? Pourquoi elle a agi d'une manière qui semble incompréhensible? Mais dans ces recherches, des réponses, on les veut, on les cherche. Mais parfois, beaucoup de personnes tombent dans un grand piège au moment de chercher ces grandes réponses. Elles se confondent avec cette situation de compréhension et de justification. Et je vous explique. Compréhension et justification sont pourtant deux choses complètement différentes. Vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière. On peut aussi comprendre qu'une personne puisse souffrir.
On peut aussi comprendre que cette personne peut avoir peur. On peut comprendre aussi que cette personne a des blessures anciennes. On peut aussi comprendre que cette personne manquait de maturité émotionnelle, mais malgré tout cela, il faut reconnaître que cette personne s'est trompée dans sa façon d'agir et que sa façon de répondre ou de agir ou de faire les choses est inacceptable. Parce que comprendre pourquoi une personne puisse agir de cette manière ou faire des choses pareilles est une chose. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous avons compris ce qui lui arrive, on peut l'excuser. Comprendre ne signifie pas non plus minimiser ses actions. Comprendre ne signifie pas oublier ce que cette personne a fait. Parce qu'il existe des personnes qui ont vécu des expériences extrêmement douloureuses et qui, malgré tout cela, choisissent malgré tout de ne pas faire du mal aux autres. La souffrance explique parfois certains comportements, c'est vrai. Mais ça ne l'excuse pas automatiquement. Et la guérison commence souvent lorsque nous cessons de chercher des excuses pour les personnes qui nous ont blessés, pour les justifier. Une personne qui vous blesse peut effectivement avoir un passé très difficile, des expériences compliquées, des blessures qui sont toujours ouvertes ou qui se sont ouvertes par rapport à une situation qu'ils viennent de vivre ou quelque chose qui leur est arrivé à ce moment-là. Mais, même s'ils ont un passé horrible, même si on veut comprendre et on peut comprendre les raisons qui les poussent à faire ces choses, à réagir de ces manières, ne veut pas dire que nous devons accepter ce genre de comportement et encore moins, nous devons accepter qu'ils viennent nous faire du mal pour nous faire payer pour quelque chose dont nous ne sommes pas du tout responsables. Et autre chose aussi, c'est la trahison. Les gens qui nous trahissent. On doit comprendre que souvent, une trahison, pas toujours, hein, je veux bien être claire là-dessus, pas tout le temps, mais parfois, ça peut être une tentative de s'échapper à soi-même. Quand on pense à une trahison, on imagine souvent quelqu'un de cruel, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui veut nous faire du mal ou qui est capable de faire les pires choses. Quelqu'un qui veut vraiment, vraiment faire du mal et qui peut peut-être même essayer de trouver des situations de vengeance. Mais la réalité est souvent plus complexe. De nombreuses trahisons ne naissent pas de la haine, elles naissent de la fuite. Certaines personnes fuient de leur solitude, d'autres fuient de leur vie intérieure, d'autres parfois fuient de leur insécurité, d'autres peut-être parce qu'ils s'ennuient, donc ils décident de nous trahir, d'autres parce qu'ils ont peur de vieillir, même si c'est inévitable. Leur peur de ne pas être assez peut être aussi une des raisons pour lesquelles on peut être trahi. Et leur solution, c'est de chercher un soulagement temporaire. Une distraction peut-être, une validation, une émotion nouvelle, quelque chose que pendant un instant va leur donner l'impression d'être vivant, d'être désiré, d'échapper à ce
à ce qu'elles peuvent ressentir. Mais ce soulagement, évidemment, ne dure pas beaucoup. C'est pas quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose qui va durer à tout jamais. Et c'est parce que trouver une nouvelle relation ou une nouvelle aventure ou créer un nouveau mensonge va changer leur réalité ou résoudre le problème intérieur qu'ils refusent d'affronter. Et c'est pour ça que certaines personnes répètent tout le temps les mêmes chemins tout le long de leur vie. Ils changent de partenaire souvent. Les circonstances changent, mais leurs blessures, malheureusement, restent les mêmes. Moi, je dis souvent qu'on a ce besoin parfois de dire « j'ai envie de partir ». J'en ai marre, on a des moments où on en a marre, comme tout le monde, puisqu'on a des êtres humains. Et des fois, on se dit « oh là là, qu'est-ce que j'aimerais partir à Timbuktu ». Là, personne ne me connaît. Là, je pourrais être moi-même. Là, je pourrais complètement reprendre ma vie et recommencer à zéro, puisque personne ne me connaît. Je pourrais vraiment être heureux. Le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que même si on part à Timbuktu, nos problèmes émotionnels partent avec nous. Même si on fait le tour du monde en solitaire et on commence à connaître des gens et on a l'impression qu'on commence notre vie à zéro, les problèmes nous suivent. Et ils vont nous suivre quoi qu'on fasse. Ils vont nous suivre même si on part à l'autre bout du monde, parce que c'est des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et je dis aussi quelque chose souvent aux gens qui viennent me voir. Quand ils me disent « mais c'est parce que mon partenaire parle toujours du passé ». Et moi, je pose la question « pourquoi ? Pourquoi tu dis qu'elle parle du passé ?» Parce qu'à chaque fois, elle me parle de mes relations passées et moi, je veux aller vers l'avant. Et moi, je dois demander à l'autre personne, à son partenaire, quelles sont ces choses-là que tu ramènes de ces relations passées? Et la personne me répond, c'est des réactions, des façons d'agir, cette façon de jamais être content, de toujours vouloir plus, de jamais avoir assez, de toujours trouver quelque chose qui ne marche pas, et des explosions hors proportion. Donc, moi, je demande des exemples. Et donc, par exemple, cette personne-là me dit, l'autre jour, il faisait le petit déjeuner, il cuisinait des œufs au plat, et malheureusement, les œufs se sont collés et il a pris une crise d'hystérie. Et moi, je lui dis, d'accord, il a fait quoi? Et cette personne me répond, il a jeté les œufs à la poubelle et il a cassé la poêle à frire. Mais après, il se plaignait parce qu'il en devait acheter une nouvelle et il en avait marre de dépenser pour des choses stupides. Ok. Donc, je pose la question, obligée, et quel est le rapport avec ces relations dans le passé? Et cette personne me répond, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre et entendu parler, ce genre de réaction, c'est des réactions que cette personne a toujours eues et d'une certaine manière, c'est une partie pour lesquelles ces relations passées se sont terminées. Et là, encore une fois, on arrive à l'exemple duquel on parlait. Cette personne traîne des problèmes du passé.
Je ne sais pas si ça a commencé dans une relation ou dans son enfance, mais c'est un schéma répétitif dans ses relations. Et cette personne dit que c'est un comportement du passé. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une question du passé. Oui, parce que d'un côté, ça s'est passé avant, dans d'autres relations, mais malheureusement, ce comportement se répète encore dans le présent, dans sa relation aujourd'hui. Ce qui veut dire que cette personne a des problèmes qu'il n'a pas toujours voulu affronter ou ne veut pas du tout essayer de les comprendre, ni de les affronter pour pouvoir les guérir. Et donc, ces réactions continuent à faire du mal à ces relations. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Hacks, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Donc, c'est pas grave si on a changé de partenaire. C'est pas grave si on a changé de maison. C'est pas grave si on a changé de pays. C'est pas grave si on décide de pas affronter nos problèmes. Ils seront toujours là, quoi que l'on fasse ou n'importe où on décide de courir pour fuir de nos problèmes. Et donc, encore une fois, on parle d'un soulagement temporaire, une distraction, une validation, une émotion nouvelle qui va, oui, nous servir pendant un instant, mais c'est juste une sensation de leur faire croire ou leur faire sentir qu'elles sont vivantes, ou d'être désirées, d'échapper à ce qu'elles ressentent. Parce que, d'une certaine manière, une nouvelle relation leur fait croire que ça va changer, ou qu'un mensonge peut peut-être changer leur situation et résoudre le problème. Mais, malheureusement, c'est juste un fantasme. Une autre erreur que nous faisons souvent aussi après avoir été blessés, c'est de penser que leur choix de nous blesser transforme notre identité. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Que l'une des conséquences les plus douloureuses d'une blessure émotionnelle est la façon dont nous commençons à nous définir à travers cette déception douloureuse que nous sommes en train de vivre. Si quelqu'un nous trompe, nous commençons à croire que c'est parce que nous n'étions pas assez pour cette personne. Si quelqu'un nous rejette, nous pensons « personne ne m'aimera jamais vraiment ». Si quelqu'un nous abandonne, nous allons avoir comme conclusion « je finirai toujours seule, personne ne veut rester avec moi ». Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici ? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe à ce moment-là ? Cette situation-là nous a convaincus que c'est à cause de notre identité que cette chose ou cette situation nous est arrivée. On est en train de mettre un événement dans notre vie comme une raison de qui on est. Une expérience est devenue une définition de qui on est. Vous comprenez ? Et est-ce que vous voyez l'importance de ce que je vous dis ? Et c'est à ce moment-là que la souffrance commence à s'enraciner profondément en nous. Nous devons comprendre qu'une expérience appartient au passé. Mais une identité nous accompagne partout. Et vous n'êtes pas votre rejet.
Le fait que quelqu'un vous ait abandonné ne veut pas dire que c'est à cause de vous et que vous êtes un rejet permanent. Vous n'êtes pas non plus la trahison que vous avez subie. Vous êtes une personne qui a vécu une expérience, oui, douloureuse, mais c'est tout. Et cette différence est vraiment très importante à faire et surtout à la comprendre. Vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait. Le fait que quelqu'un vous ait trahi, vous ait abandonné, vous ait fait du mal, ne définit pas votre identité ni qui vous êtes. Et c'est pour ça aussi que nous devons comprendre que lorsqu'on veut tourner la page, quand on veut trouver la façon de fermer un cercle, ne va pas toujours se passer de la façon dans laquelle nous l'espérons. Parce que parfois, beaucoup de personnes attendent une explication, comme on en parlait au début du podcast. On essaye d'avoir une conversation pour avoir une réponse. On veut essayer de comprendre, même s'il faut écouter des excuses. On essaye aussi une reconnaissance du mal qui a été causé, ou je devrais dire qui nous a été causé par cette personne. On veut que cette personne reconnaisse qu'elle nous a fait du mal. Et on pense que lorsqu'on aura ces réponses-là, on pourra enfin être capable de continuer avec notre vie et de tourner la page. Mais malheureusement, la vie ne fonctionne pas toujours de cette manière. Certaines personnes ne donneront jamais des explications. Certaines personnes ne vont jamais vous demander pardon. Elles ne vont jamais s'excuser. Et certaines personnes ne vont jamais reconnaître pleinement les conséquences de leur acte. Et c'est profondément injuste, oui, c'est vrai. Mais parfois, c'est le cas. Parfois, c'est une réalité. Et c'est là que la question devient: combien de temps êtes-vous prêt à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais? Parce que votre paix ne peut pas dépendre entièrement de la conscience de quelqu'un d'autre. Si on attend que cette personne réagisse pour que nous soyons capables de continuer notre vie, on peut peut-être attendre toute notre vie. Notre guérison ne peut pas dépendre exclusivement d'une conversation que vous n'aurez peut-être jamais. La véritable clôture commence souvent lorsque vous acceptez que certaines questions vont peut-être rester sans réponse. Et c'est alors que vous allez cesser de négocier avec la réalité. Et lorsque vous décidez de continuer à avancer malgré l'absence de ces réponses, de ces explications, de ces doutes que vous souhaitez, votre vie sera capable de continuer. Et autre chose que nous devons être capables de comprendre, c'est que nous ne pouvons pas sauver les autres d'eux-mêmes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Que souvent, on tombe dans un piège dans lequel on croit qu'on peut sauver les gens parce que nous sommes peut-être différents ou parce qu'avec nous, elles seront différentes. On pense souvent que si on aime suffisamment quelqu'un, cette personne va changer. On pense aussi que si je suis patient, cette personne finira peut-être par comprendre. Ou si je reste à ses côtés, cette personne va finir par guérir. Et parfois, oui, c'est vrai, ça arrive. Mais c'est rare. Parce que la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que personne ne peut faire, malheureusement, le travail intérieur à la place d'une autre personne. Et là, on revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure.
Parfois, on ne veut plus parler du passé. Mais notre passé, même si on a déménagé au bout du monde, nous suit dans notre présent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire le travail de quelqu'un d'autre. Et si nous, on ne veut pas affronter nos problèmes, eh bien, personne ne le fera pour nous. Et c'est pour ça que je vous dis tout de suite, là maintenant, que personne ne peut faire le travail intérieur de quelqu'un d'autre. Si vous ne le faites pas vous-même, personne ne pourra le faire pour vous. Nous ne pouvons pas non plus, malheureusement, obliger à quelqu'un à devenir honnête. De la même façon qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à avoir de l'empathie. On ne peut pas obliger quelqu'un à regarder ses blessures en face et se regarder dans une glace. On ne peut pas obliger quelqu'un à grandir. Malheureusement, on ne peut pas. Le changement durable se produit lorsqu'une personne décide d'elle-même qu'elle ne peut pas continuer à vivre de la même manière. Et je vais vous dire quelque chose. Une des leçons les plus difficiles de la vie est parfois comprendre que aimer quelqu'un ne suffit pas à le transformer. Parfois, la chose la plus saine que vous pouvez décider de faire est d'accepter que son évolution lui appartient. Que peut-être cette personne n'est pas capable d'évoluer comme vous voudriez que cette personne évolue. Que peut-être cette personne n'a pas la capacité d'apprendre comme vous aimeriez que cette personne apprenne. Et que cette personne ne peut vous donner que les choses qu'elle connaît et la façon où elle peut les donner. Comprendre donc que son évolution lui appartient. Et c'est peut-être ça la chose la plus saine à accepter. Et il faut aussi être capable de comprendre que votre responsabilité n'est pas de porter les problèmes des autres, les sentiments des autres, les frustrations des autres, les erreurs des autres, les souffrances des autres, les sentiments des autres. Ce n'est pas votre boulot. Mais votre boulot est de protéger votre propre paix. J'espère que vous avez aimé ce podcast. En même temps, je veux vous remercier de nous avoir écoutés cette semaine encore une fois et de nous faire savoir si vous avez des sujets desquels vous avez envie de parler et de nous les faire savoir pour être capable de faire un podcast à ce sujet. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Moi, je suis Maïkaïla. C'était Love Hacks en français et à bientôt. Allez, ciao. Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.